Bonjour à tous et bienvenue à l'Arfis. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle série d'émissions directes TV. 2 émissions par jour vous seront proposées, une le matin et une autre l'après-midi à 15h30. Tout de suite, nous commençons avec une thématique sport, plus particulièrement autour de la captation d'événements sportifs. Nous allons voir comment l'évolution technologique a révolutionné la diffusion du sport. Pour cela, nous allons nous intéresser dans un premier temps à la captation avec 2 invités, Mathieu Boissel, chef opérateur son, et Pierre Lacour, chef de car. Ils viendront nous parler de leur métier et de l'arrivée des nouvelles technologies dans le domaine de la captation. Ensuite, nous verrons comment la diffusion du sport a été révolutionnée. Nous accueillerons alors Jean-Paul Savard, journaliste sportif, et Cyril Hoffman, directeur de production chez AMP Visual TV. Je vous informe que tout au long de l'émission, vous pouvez nous suivre en direct sur les plateformes qui s'affichent à l'écran. À la fin de l'émission, vous pourrez réagir et poser vos questions. L'une d'entre elles sera retenue et elle sera posée à nos 2 derniers invités, Jean-Paul Savard et Cyril Hoffman, sur le live YouTube et Twitch. On passe tout de suite à notre première partie, la captation. Nous accueillons nos 2 invités, Mathieu Boissel et Pierre Lacour. Bonjour Pierre, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Pierre, on l'a dit, vous êtes chef de car. Oui. Pouvez-vous nous expliquer déjà votre métier, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Alors, un chef de car, le chef de car, c'est son principal métier, ça va être l'exploitation vidéo, l'exploitation des machines vidéo, configurer les machines, faire en sorte qu'elles fonctionnent. Et plus précisément, quand il s'agit d'un car régie, l'ouverture du car régie, toute la partie mécanique, parce que ce sont des semi-remorques, donc avec des parties mécaniques à ouvrir, à des escaliers, des choses comme ça. Et la mise en sous-tension aussi toute la partie énergie et puissance pour alimenter la régie. Et votre but, c'est de diffuser en direct, c'est ça? Alors c'est ça, le but à la fin, c'est effectivement sortir des images de la régie. Et Mathieu, et du son. Et du son, Tout à fait. On y vient avec vous, Mathieu. Vous êtes chef opérateur son. Est-ce que vous pouvez aussi nous décrire un peu votre métier et comment vous travaillez en lien avec Pierre? Au niveau du métier, on travaille complètement en lien avec la vidéo, parce que c'est de la vidéo mobile, donc on travaille que pour la vidéo pratiquement. Donc nous, on a 2 principaux aspects dans le métier. Un premier aspect où ça va être de fabriquer le son qui va partir à l'antenne, que les téléspectateurs vont recevoir chez eux et vont entendre, donc en raccord avec ce qui se passe à l'image. Donc le son de telle caméra, on voit un joueur, on doit entendre le joueur, une interview, on doit entendre l'interview. Ça, c'est une première partie du travail. Et après, la deuxième partie du travail très très importante, c'est toute la partie interphonie, la partie des ordres. Donc c'est-à-dire que tout le monde, toutes les personnes qui travaillent sur l'opération, elles doivent pouvoir parler ensemble. Donc on doit pouvoir parler avec les cadreurs, avec le journaliste. Le journaliste, il doit pouvoir parler avec Paris. Paris doit pouvoir parler aux journalistes, aux réalisateurs, etc. Donc il faut être en lien, les différents connecté, systèmes soient connectés ensemble. Plein de systèmes, des systèmes sans fil, avec fil, qui doivent fonctionner entre eux, bien réglés, pour que tout le monde puisse se parler. Et c'est une partie très importante du travail. Et alors, vous avez la particularité de travailler aussi sur le Tour de France. Oui. C'est un événement assez important. Comment est-ce qu'on en vient à venir travailler sur un événement de ce type, de cette envergure? Comme beaucoup d'événements et comme beaucoup de contrats, pour les petits contrats, les gros contrats, c'est un rapport de confiance avec les différents prestataires, parce que moi je suis intermittent du spectacle dans mon statut, mais donc je suis un petit peu indépendant, je travaille avec plusieurs personnes, plusieurs sociétés, et donc c'est le rapport de confiance qui s'instaure, et puis les compétences techniques bien sûr, mais c'est vrai que tout ce qui est relationnel, etc., c'est vraiment important, surtout sur le Tour, on part à 3 semaines avec les collègues de travail, donc il faut bien s'entendre parce que ça dure longtemps et c'est tous les jours et on n'a pas le temps de s'arrêter, ça s'arrête jamais. Et d'ailleurs sur le Tour, qu'est-ce qu'on attend de vous? Vous devez placer les micros de façon à ce qu'on entende bien les coureurs. Quelles sont les contraintes? Oui, alors il y a beaucoup d'équipes différentes sur le Tour, parce qu'il y a des équipes des prestataires qui font le son des joueurs sur les motos pendant la course, il y a des équipes qui font le son des commentateurs, on en donne à beaucoup de gens, on en fabrique, donc il y a beaucoup de choses, et après moi je travaille plus sur la globalité du système. Donc on doit interfacer tout ça pour qu'on récupère bien le son des motos, on récupère le son des hélicos, on donne le son, que tout le monde puisse se parler, etc. C'est vrai qu'on penche toujours à l'image, mais le son est ultra important, surtout là-dedans. Ah oui, voilà.
Pierre, pour revenir à vous, comment est-ce que les cars régie ils ont évolué au cours des dernières années? Alors, au cours des dernières années, les cars régie ont suivi un petit peu les évolutions des formats et des technologies employées, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on passait de l'ASD à la HD. Maintenant, on passe de la HD à l'UHD. C'est des évolutions techniques, surtout. Et Mathieu, par rapport à Pierre, quand vous travaillez ensemble, la logistique du son, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on doit préparer avant un événement? C'est autant de matériel, au final, que la vidéo? Bien sûr, il y a le matériel, donc ça, entre guillemets, on va dire, c'est presque un peu la partie facile, en tout cas pour toute la partie sport. Donc il va falloir, on va définir combien on met de micros, combien on a de journalistes, etc. Mais après, c'est aussi toute la partie avec la vidéo qui est très importante, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de signaux qui sont avec du streaming, il y a beaucoup de signaux qui sont enregistrés, différents. Donc ça veut dire qu'on va enregistrer plein de caméras avec des sons différents. Donc nous, il faut qu'on ait les capacités aussi techniques dans le car ou dans la configuration pour pouvoir faire tout ça. Si on doit faire 10 caméras avec 10 sons différents qui sont enregistrés en même temps, et on fait plusieurs signaux pour différents repreneurs avec différents... Donc c'est tout ça qu'il faut bien qu'on prépare à l'avance pour avoir les capacités sur place de pouvoir le faire et les machines adaptées, quoi. Le son et la vidéo travaillent vraiment de concert pour avoir un résultat cohérent et puis quelque chose qui répond aux attentes des clients et repreneurs, quoi. Et alors, vous avez la chance d'être dans un secteur qui est très évolutif, donc le son ne cesse de s'améliorer, notamment pour... On essaye. Voilà, et du coup, il faut s'adapter aux nouvelles techniques. Comment est-ce qu'on s'adapte? Après, c'est toujours plus facile. Si on a un micro qui est d'autant plus performant, ça va être plus facile. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution en termes de son? Les micros, bien sûr, il y a des évolutions au niveau des micros, il y a des nouveaux micros, il y a des nouveaux micros HF numériques, etc. Donc, voilà. Après, la grosse différence, c'est tout le transport du signal plutôt, parce que les micros en soi, ça n'a pas tellement changé de technologie, il y a des améliorations, mais c'est vraiment le transport des signaux qui change, donc avec beaucoup de transmissions IP, de transmissions avec plein de différents protocoles, où on voyage aussi mélangé avec la vidéo, on voyage côte à côte avec la vidéo, dans des fibres optiques, dans tout ça. Voilà. Et après, l'autre petite révolution, par contre, technique, qui a vraiment changé les choses, c'est des systèmes d'interphonie HF. Donc maintenant, on a des systèmes donc chez Riddle, chez Clearcom, beaucoup de fabricants, où c'est des types un petit peu de transmission DECT, comme les téléphones à la maison. Et là, du coup, on peut avoir des systèmes qui marchent très bien, jusqu'à 1 km de portée, avec une petite antenne, on en met partout, c'est facile, il n'y a pas de... C'est beaucoup plus facile à gérer au niveau des fréquences, etc. Merci à tous les deux pour vos réponses. Je vous propose maintenant, pour être encore plus concret, de regarder un reportage qui montre la préparation d'une captation d'un match de rugby. Être chef d'équipement, c'est avoir déjà une vision globale de la prestation au niveau technique. Aujourd'hui, en termes matériels, on va dire, on a 8 caméras, de ralenti, une machine de graphique pour tout ce qui est habillage, 2 assistants vidéo, un assistant vidéo cadreur, c'est-à-dire qu'il fait la prestation, il installe les caméras et câbles et après prend le cadre, 6 opérateurs de prise de vue, 6 cadreurs, on a 2 ingé son. Et on doit avoir 3 assistants son. Et puis toute l'équipe, on va dire, réalisation, donc un réalisateur et 2 opérateurs ralentis. On a le fait de la première mi-temps, si on le joue. Là, j'écoute ce que dit le réalisateur. Comme ça, s'il y a un problème, c'est lui qui va le voir en premier. Température roule. Mathieu Blin qui suit. Hyper important, c'est le briefing que j'aurai d'avant-match avec les caméramans et les 2 opérateurs LSM qui sont en charge des ralentis. Donc je sais exactement quel axe de caméra a tel opérateur. Et puis pareil, chaque caméraman, c'est important de parler avec eux pour leur dire exactement les plans que je veux. Savoir qui est jaune. Capitaine ? Non, il va, dernier avertissement. 18 Lister et 4 sur le côté. Qu'est-ce qu'il dit, Bru? Quelque chose? Il garde les mains dans les poches, ça veut dire quoi? En fait, sur le Lister, il n'y a pas que J'ai dit, c'est mes cours, c'est un minimum. Pas quoi faire. On a la faute. Ouais, rien calé. 2 axes R2 aussi. C'est un métier où on voit les évolutions sont vraiment rapides, les évolutions techniques sont très rapides. C'est pour ça qu'aussi c'est un métier qui est très intéressant, c'est que c'est en constante évolution et on a toujours des choses à apprendre, constamment. Alors, Pierre, on vous a vu à l'écran pendant ce reportage et on voit que pendant la captation, il y a tout un tas de personnes qui travaillent. Concrètement, combien est-ce qu'il y a de personnes qui travaillent dans les coulisses? Alors, sur une prestation de ce type-là, on est on va dire une petite trentaine, Okay. dont à peu près la moitié de personnel technique. Il reste de personnel de réalisation, on va dire opérateur LSM, réalisateur, journaliste
et opérateur de prise de vue. Et pour ce qui est des caméras, combien est-ce qu'il y a de caméras que vous disposez sur le terrain, autour de la pelouse, pour capter tout ça? Alors, sur un match de rugby comme celui-ci, c'est 8 caméras. D'accord. C'est 4 caméras, 5 caméras au bord du terrain, tout autour du terrain, dans les quatre angles, et puis une au centre. Un plan large, un plan serré. Et ça, une caméra pose pour filmer les commentateurs. Les plans larges, elles sont tout le temps installées ou il faut à chaque fois les installer et les désinstaller? Partout où on passe, on réinstalle tout à chaque fois. D'accord. S'il faut tirer du câble, on tire du câble et puis on réinstalle nos caméras systématiquement et puis on les enlève le soir. Pareil pour les micros, j'imagine. Comment est-ce que vous disposez vos micros pour préparer un match? Il y en a tout autour de la pelouse. Comment est-ce qu'on se prépare? Alors, tout autour de la pelouse, ça dépend. Parce qu'après, il y a les contraintes économiques et les réalités budgétaires. Donc, nous, forcément, que plus on en mettrait, on serait content parce qu'on aurait un super son. Mais après, il y a des contraintes. Donc, après, suivant les budgets du client, les cahiers des charges, etc., qu'on définit, il y a des configurations où il y a peu de micros, puis il y a des configurations où on peut en mettre beaucoup. Donc après, il y a des configurations de base, on va dire, pour le sport de base. C'est qu'on a 2 perchman qui s'occupent un petit peu des entraîneurs. Donc là, c'est des techniciens avec des micros un petit peu directifs. Après, on a des micros sur toutes les caméras portables. On a un micro d'ambiance pour avoir un petit peu l'ambiance globale du stade. Il faut faire attention que ça ne sature pas. Donc voilà, il faut tout, bien sûr, tout contrôler, que tout soit bien bon. Et puis après, on en rajoute. Donc si sur le foot, on va mettre des micros derrière les buts. Si on a un gros foot, des micros derrière les corners. Voilà. Là, on voit bien votre travail pendant les huis clos. Il y a eu les matchs de Paris hier. On entend bien ce que vous faites. Avec un seul micro, on arrive à faire beaucoup de choses. Et alors, j'ai une question pour vous deux, du coup. Est-ce que vous ne craignez pas l'automatisation? Parce que finalement, vous disposez des caméras, des micros. Mais est-ce que maintenant, avec l'automatisation, on ne va pas aller vers des machines qui marchent toutes seules? Ou est-ce que l'humain va rester toujours essentiel? Il y aura toujours une part d'humain, forcément. Parce que même si c'est des caméras pilotées à distance, il faudra toujours du monde pour installer ces caméras. Et même installer le poste de contrôle, il y aura toujours des techniciens de toute manière. Il y aura toujours... Et puis il faut garder l'œil humain pour suivre un joueur ou pour suivre le son. Il y aura toujours un opérateur derrière, quoi qu'il arrive. Je ne pense pas que les évolutions tendent vers moins de personnel. L'œil humain et l'oreille humaine font qu'on va toujours avoir besoin de suivre. Ce qui va changer, ce qui change un petit peu quand même déjà, c'est la capacité de transporter facilement de nombreux signaux qu'on a avec les fibres optiques aujourd'hui et qui vont permettre peut-être, et enfin c'est sûr, de décentraliser une partie du personnel. C'est-à-dire qu'avant, ça coûtait très très cher d'envoyer un signal, donc on faisait déplacer 40 personnes parce qu'on payait un faisceau satellite qui coûtait très très cher à la minute. Aujourd'hui, avec les fibres, c'est complètement différent. Et donc ça devient beaucoup moins cher de transmettre 30 signaux qu'on emmène à Paris ou n'importe où sur la planète pour garder une partie de l'équipe immobile et qu'ils puissent faire plusieurs choses dans la journée. Donc c'est ça qui va, je pense, plus changer les choses que l'automatisation. Ouais. Et justement, comment est-ce que vous imaginez le métier dans les années à venir? Au niveau de l'évolution technologique, qu'est-ce que ça va changer si vous deviez imaginer ça? L'évolution technologique, elle va surtout vers l'informatique. Enfin, tout passe par du réseau maintenant, tout tend vers l'informatisation des machines. Donc ça va être vraiment surtout la connexion, la fibre, la 5G, c'est des choses qui vont changer votre métier. Et le réseau, c'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, on faisait beaucoup de patchs pour les gens qui font du son avec des cordons, on prenait ce qui sort, ce qui rentre dans une machine, etc. C'est passé il y a quelques temps déjà avec la souris, on fait des clics à la souris, etc. Et là maintenant, on tend vers carrément du réseau, donc c'est de l'informatique, il faut de la programmation. C'est comme de l'Internet, quoi. C'est des machines qui discutent, etc., avec des dialogues informatiques du réseau. Donc l'ingénieur du son doit être aussi informaticien. Ça, c'est les gros changements. C'est une grosse partie du boulot, le réseau et l'informatique. Merci à tous les deux pour vos réponses sur la préparation et le déroulement de la captation d'un événement sportif. Pour conclure cette première partie, nous allons maintenant regarder un clip autour de la préparation d'une compétition d'athlétisme.
Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous poser vos questions et réagir en direct sur les plateformes qui s'affichent à l'écran. Pour la deuxième partie, nous allons maintenant nous intéresser à la diffusion des événements sportifs. Nous allons voir comment les évolutions des techniques de captation transforment la diffusion du sport dans notre quotidien. Et nous accueillons tout de suite Jean-Paul Savard pour ça. Bonjour Jean-Paul. Alors, pour vous présenter un petit peu, vous avez été journaliste pour France 3 pendant 24 ans et vous venez de prendre votre retraite apparemment il y a quelques semaines, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. En quelques mots, en quoi consistait votre fonction de journaliste? Parce qu'à la télévision, il y a plusieurs façons d'être journaliste. Il y a présentateur, derrière la caméra. Vous, qu'est-ce que vous faisiez à France 3? Alors, je n'ai pas été qu'à France 3, hein, j'ai été journaliste RTF, pendant 48 ans. Hélas, ça fait longtemps. On fait tout à France 3, c'est à France 3 Régions, et on fait tout. On est journaliste de terrain. Effectivement, on présente des émissions. Donc, j'ai participé à la création d'une émission de sport qui s'appelait 3 partout, qui a été supprimée il y a quelques années. On présente, on fait des reportages, on fait des interviews. Voilà, il y a émissions, il y a journaux. C'était quelque chose d'assez complet. Il se trouve que dans les chaînes de télévision, maintenant, on fait une différence entre la captation d'un match, les journalistes qui travaillent sur les événements, et puis les journalistes attachés à la rédaction qui rendent compte d'un événement. On fait un distinguo vraiment maintenant entre la captation d'un événement, on est partie prenante, et je pense qu'on n'est plus tellement journaliste quand on est partie prenante d'un événement qu'on retransmet, qu'on a acheté, parce qu'à partir du moment où on achète un événement vous pour parlez le transmettre, des diffuseurs officiels. Absolument, des diffuseurs. Et puis il y a le journaliste qui, lui, n'a aucun intérêt commercial dans l'événement et donc peut faire son métier de journaliste, qui est de dire la vérité d'une façon exhaustive et désintéressée. Non, pas critiquer. En tout cas, dire la vérité d'une façon exhaustive et désintéressée. Le mot critique, c'est péjoratif. Oui, critiquer, dans le sens où on dit, on est honnête, on dit la vérité. On critique pas pour dire du mal. On critique pour dire la vérité. On a un autre regard. Alors, le diffuseur a un autre regard, forcément, parce qu'on a acheté un événement et on l'achète de plus en plus cher. On l'achète même à un tel niveau que forcément, on va pas en dire du mal. Or, dire la vérité, c'est dire ce qui se passe. On va plus dire ce qui se passe si jamais l'événement n'est pas vendable. On va le vendre. C'est un produit, c'est une épicerie, quoi. On devient épicier, on n'est plus journaliste dans ce cas-là. Alors justement, ça fait partie des évolutions que vous avez pu observer. Quelles sont les autres évolutions que vous avez pu voir au cours de votre carrière? L'évolution, on change complètement le rapport du spectateur avec le sportif. Hein. Alors autrefois, le sportif faisait rêver. Maintenant, je ne sais pas s'il fait rêver parce qu'on voit tout. Mais on voit tout ce qu'on veut nous montrer. On voit pas en fait la réalité. On voit la réalité de ce qu'on veut bien nous montrer. Avant, les sportifs, à la fois, ce qui est amusant, vous voyez, moi, quand j'étais gamin, que je regardais, on était au balbutiement de la télévision, on voyait en noir et blanc le Tour de France quelques minutes avec une petite musique qui correspondait pas du tout au sport, mais qui finalement relativisait l'importance de l'événement en disant ça n'est que du sport, quoi, finalement. Et on se sentait proche de ces gens qui étaient des gens comme nous. Ils faisaient du vélo sur une petite musique et c'était pas des surhommes, mais c'était quand même et c'était des gens abordables. Quand on allait à l'arrivée du Tour, moi ça m'arrivait gamin, je dis voilà, ces gens-là que j'ai vus un petit peu à la télévision, mais surtout dont j'ai entendu parler à la radio, ils sont proches de moi. C'était des gens comme nous et en même temps c'était des gens plus forts, quoi, qui faisaient quelque chose qui nous faisait rêver. Et puis comme on les voyait pas très bien, tout ce qu'ils faisaient, ça nous faisait rêver. Moi maintenant, je rêve pas quand je vois le Tour de France. Alors justement, avant de poursuivre, on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient du sport et de la diffusion des matchs. On a fait un petit micro-trottoir. On en parle juste ensemble après. Le biathlon, si on regarde aussi l'athlétisme, avec la caméra qui suit les coureurs à pied, il y a eu beaucoup de progrès et c'est beaucoup plus fin du coup de regarder à la télé. Alors moi je pense que les gros plans c'est surtout important pour voir si ce qu'on se dit entre nous, que ça soit au stade ou dans un bar, est-ce que c'est réel et qui a raison, qui a tort. Moi je déteste regarder des matchs à la télé. Après c'est de mieux en mieux fait parce que du coup les caméras maintenant parcourent tout le stade, ça va à une vitesse, ça va à une vitesse, c'est incroyable, les ralentis, le truc, etc. Mais dans tous les cas, j'ai pas le même plaisir que d'être dans un stade.
Et sinon, après, l'immersion, je pense que quoi qu'il arrive, si on est passionné, qu'on soit dans un bar, qu'on soit au stade, l'immersion, elle est quoi qu'il arrive là, elle est présente. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut regarder les matchs ou n'importe quoi sur son ordinateur. C'est quand même bien d'avoir accès au téléphone ou au PC portable pour avoir des retransmissions de matchs, d'événements sportifs. Je pense que l'évolution, on s'en rend compte à ce moment-là, quand on regarde des anciennes et qu'on se rend compte, ah ouais, en fait, la qualité était moins bonne, même le suivi, c'était hyper saccadé, et que maintenant, quand on regarde des matchs, pour nous, c'est évident, mais en fait, au final... Ouais, clairement, ouais. Alors c'est vrai, Jean-Paul, quand on compare des images tournées précédemment en noir et blanc, notamment comme on les voit passer à l'écran, on constate que l'évolution, elle est très grande. Et est-ce que vous pensez que les gens qu'on vient de voir pendant le micro-trottoir sont conscients de cette évolution de la diffusion? Pour eux, ça a toujours été comme ça, en fait. Ça dépend si on est né dedans, si on a 20 ans aujourd'hui. Il est évident que ce sont des images probablement insupportables. Pour moi, c'est beaucoup de nostalgie. Hein. C'est ma jeunesse, et puis c'est le sport tel que je le pratiquais moi à cette époque-là, où je me sentais dans la peau de ces gens-là. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une qualité cinématographique qui est exceptionnelle. Et je dis bien cinéma. Pour moi, le sport aujourd'hui à la télévision, le sport professionnel, le sport qu'on montre, donc tous les événements importants, c'est du cinéma et ça n'est plus du sport. Et j'en veux quand on voit d'ailleurs le véritable événement sportif est plus fort cinématographiquement que les films qu'on produit sur le sport. Ah oui, bien sûr. Je veux dire, quand un réalisateur essaye de nous faire vivre le sport avec une grande vedette qui joue le rôle d'un sportif et puis avec une doublure forcément, moi je suis pas dedans. Je trouve que c'est pas réel. Et en revanche, la beauté du sport, là, elle est dans la retransmission sportive. On a tout. Le cinéma, il est là-dedans, dans ce qui se passe réellement sur le terrain, et non pas dans ce qu'un réalisateur veut montrer, parce que là, c'est pas vrai pour moi. Et c'est pas ça. Le sport est mal. Ah oui. Performance. On voit moins la performance. On voit pas. Non. Moi, je vois du cinéma quand je regarde. Plus du spectacle. Tandis que le réel spectacle sportif, il est dans la vraie réalisation, la vraie captation d'un match. Et j'ai l'impression que quand je vais au cinéma voir du sport, ça ne correspond pas au sport, quoi, en fait. Voilà. Jean-Paul, merci pour vos réponses. Vous restez avec nous. Je vous propose d'accueillir un autre invité qui s'y connaît dans la diffusion du sport à la télé. Accueillons Cyril Hoffman, directeur de production. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes donc directeur de production de AMP Visual TV Lyon. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites? Quelles sont les prestations que propose AMP? AMP Visual TV est prestataire de services. Seule France Télévisions possède des moyens mobiles. Donc toutes les chaînes en France, hormis France Télévisions, font appel à des prestataires dont on fait partie. On s'occupe de sport. Le pôle sport de Lyon gère l'ensemble des sports pour la société. Et on s'occupe également d'émissions, de plateaux, de streaming, etc. Enfin, c'est très très large. C'est très très large. Et notamment, vous êtes intervenu sur la Coupe du Monde de rugby. Comment est-ce que vous avez préparé un événement de ce type qui est mondial? Alors, sur la Coupe du Monde de rugby au Japon, on travaillait essentiellement pour le groupe TF1, sur la partie habillage, donc de moyens relativement restreints, moyens humains et techniques relativement restreints, et le reste des moyens étaient des moyens japonais. Donc en fait, c'est le pôle japonais qui vous transmet ensuite à tout le monde, quoi, c'est ça? Il y a un pool dans ces cas-là. Ouais. Il y a un signal international qui est produit pour avoir la même diffusion sur l'ensemble des chaînes dans le monde. Cyril et Jean-Paul, je m'adresse à vous deux. Quel est l'impact pour vous de l'arrivée des nouveaux supports comme la tablette, le téléphone? Qu'est-ce que ça a changé dans votre travail, parce qu'il faut stocker et pouvoir diffuser de partout et tout le temps pour tout le monde? Peut-être que Cyril va commencer là-dessus. Ça a changé énormément de choses. Le second écran, on l'appelle comme ça, nous a imposé de créer des filiales dédiées. Chez nous, c'est Let's AMP Interactive, etc., qui dématérialisent les signaux et qui nous permettent de travailler sur les captations de diffusion en direct, mais aussi d'enregistrement, de diffuser du streaming, etc. On a modifié nos façons de travailler, on a intégré les nouvelles générations de personnes, les fameux geeks, en capacité de gérer ces nouveaux formats.
Jean-Paul, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette évolution? Moi, j'ai l'impression d'avoir été exclu du sport avec ces évolutions. C'est-à-dire que je m'approche plus du sport, j'ai tout à disposition partout, mais j'ai tout. Oui, bien sûr. Et finalement, j'ai plus besoin d'aller auprès de l'événement. Et finalement, ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, ben, c'est peut-être l'avenir du sport. On n'a plus besoin d'aller dans les stades. Abandonnons, fermons les stades et regardons tout sur nos tablettes. Et on n'a plus besoin de s'approcher. Et puis on mettra du son d'ambiance pour avoir les spectateurs. Alors bien sûr, je caricature quand je dis ça, mais pour moi, il y a une exclusion et on passe par un canal qui n'est plus nous, qui n'est plus du tout. Les journalistes en l'occurrence. Oui, bien sûr. Et finalement, on peut après appuyer sur des choses qui sont plus la réalité, mais qui sont des déviances, et on n'est plus le propre maître de son jugement par rapport à l'événement. Il faudrait que je vous développe ça d'une façon un peu plus complexe, mais j'avoue que moi, c'est une évolution qui me navre quelque part. Vous savez qu'il y a le journaliste de sport, je dis bien de sport, hein, pas sportif. Autrefois, n'était pas considéré comme un journaliste. Quand je vous parle des années 30, 40, à ce moment-là, le journaliste de sport était payé par l'organisateur de sport pour faire la promotion de son événement. Et puis, il y a des journalistes qui se sont battus, des syndicalistes, pour dire on doit intégrer le journaliste de sport au journalisme, au réel journalisme. Moi, quand j'ai fait une école de journalisme, on n'enseignait pas le sport. Et c'est pourquoi j'ai voulu aller dans une rédaction de sport pour dire, je veux quand même au moins apprendre ça. Le journaliste de sport, on a intégré le sport. On a considéré le sport comme un produit journalistique, et puis maintenant on est en train de revenir en arrière, puisque le journaliste de sport à nouveau redevient soit un vendeur, un épicier qui vend un événement, soit quelqu'un qui est exclu de l'événement, et on laisse commenter, on laisse voir le match par des gens qui n'ont pas été formés au journalisme. Alors c'est pas évident de dire la vérité d'une façon exhaustive et désintéressée, de confronter les informations, de les recouper. C'est un réel métier. On ne demanderait pas à un chirurgien d'aller opérer de l'appendicite s'il n'a pas fait ses 10 années d'études. Ben, c'est pareil dans le journalisme. Et j'ai l'impression que là, on est en train d'exclure. À nouveau, on est en train de revenir en arrière. Mais voilà. Je suis tout à fait d'accord. Ce que j'expliquais, c'était la façon de faire. Ouais. La perte, c'est l'émotion. Ouais. Alors, l'émotion, c'est terrible. Mais vous savez, même l'émotion, elle était déjà en train de se perdre. Et moi, je vois déjà à Lasvel, autrefois, il y avait de moins en moins de public, de plus en plus de VIP, puisqu'on est en train de vendre un sport. Il faut vendre très cher des places. Donc, c'est plus un public de supporters qui vient. On monte le micro, on monte l'ambiance pour faire croire, on change l'ambiance. Et c'est plus la véritable ambiance. Désolé, Jean-Paul, je vais vous couper. Pour être dans les temps, on doit passer maintenant à la rubrique L'Instant Web. En début d'émission, je vous informais que vous pouvez nous suivre et réagir en direct sur les plateformes qui s'affichent à l'écran. Une question a été retenue et on va pouvoir la poser maintenant à nos invités. La question est la suivante. Quelles sont les différences d'investissement pour un match de foot féminin et un match de foot masculin? C'est vrai qu'il y a eu la Coupe du Monde de féminine. Est-ce qu'on voit une différence là-dedans? Est-ce qu'on n'utilise pas les mêmes moyens? Je m'adresse plutôt à vous. Les moyens de production? Ouais. Oui, il y a des différences. Après, ça évolue. Pas assez rapidement, mais ça évolue. Les moyens de production sont toujours une conséquence des choix des ligues, des diffuseurs. Qui veut mettre de l'argent plus souvent. Des détenteurs de droits. Voilà. Ça dépend toujours des moyens. Mathieu tout à l'heure parlait de moyens. Tout dépend toujours des moyens. C'est-à-dire qu'on va mettre des caméras en moins, on va peut-être moduler là-dessus. C'est ça. C'est encore une réalité. Ça tend à se réduire, mais c'est encore une réalité. Pour un ordre d'idée, c'est du simple double? Non, c'est un tiers, 2 tiers. Mais c'est une réalité économique. Je veux dire, on vend un spectacle, c'est par rapport à la publicité que ça va générer. Le sport féminin, pour l'instant, ne génère pas la même publicité. Là, ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, il a fait quelque chose d'intelligent. Il s'est dit, je vais devancer le mouvement, c'est moi qui vais l'imposer. Puis lui, ça lui a permis, au moment où il y a des problèmes avec les hommes, de mettre en valeur ses femmes. C'est très malin ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que pour l'instant, le sport féminin est toujours méprisé. Et moi, ça me va bien parce que je retrouve dans le sport féminin les valeurs qu'on trouvait dans le sport autrefois. Mais on est en train de le perdre, puisque l'Olympique Lyonnais maintenant est en train de faire exactement comme les hommes, et puis on n'a plus à nouveau accès aux joueuses et on n'a plus accès au sport. Merci en tout cas d'avoir répondu, c'est la fin de cette rubrique L'Instant Web. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, elle touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux à nous suivre. On remercie également nos invités Jean-Paul Savard, Cyril Hoffman, Mathieu Boissel et Pierre Lacour d'avoir bien voulu répondre à nos questions et d'être venus sur le plateau. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve cet après-midi à 15h30
pour une autre émission qui nous parlera cette fois de e-learning.